Comme chaque mois, à partir de maintenant, nouvel épisode du calendrier des semis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de tous les épisodes dans la playlist dédiée du calendrier des semis. L'année dernière, la thématique, c'était tous les semis qu'il était possible de faire mois après mois, c'est-à-dire tous les semis qui étaient possibles de faire en janvier, tous les semis qui étaient possibles de faire en février, etc., etc. Là, cette année, ça va être un peu différent. On va se concentrer sur la meilleure période pour faire tel ou tel semis. La meilleure période pour pouvoir avoir un maximum de production et la meilleure période pour avoir des plants qui soient dans la meilleure santé possible. Cette série de vidéos, c'est également pour moi l'occasion de vous faire bénéficier d'un suivi complet de tous mes semis, c'est-à-dire que vous me voyez semer en vidéo la petite graine de tomate qui donne après le pied de tomate qui fait 2 mètres de haut, et ça jusqu'à la récolte. Et je profite aussi de cette série de vidéos pour vous faire découvrir de nouvelles variétés de légumes qui sont plutôt rares et plutôt inédits, des légumes qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en temps normal, de quoi vous inspirer pour la création de vos propres potagers. Allez, c'est parti. Cette année, je vais relever un très gros défi. Je vais réaliser l'intégralité de tout mon potager et l'intégralité de tous mes semis sans utiliser de terreau. Parce que déjà l'année dernière, j'avais divisé ma consommation de terreau par 2 en le mélangeant avec mon propre terreau fait maison. Là, cette année, on va faire que avec mon propre terreau fait maison. Pourquoi? Parce que la thématique du potager cette année, ça va être un potager en temps de guerre. Je pense personnellement que la période de paix pour l'Europe et pour même le reste du monde touche bientôt à son terme. Et du coup, je me dis, mais que vont faire les Français s'ils peuvent ni acheter de graines, ni acheter de terreau? C'est pour ça que là, je vais utiliser cette année majoritairement mes propres graines faites maison. Mais bien sûr, j'ai été quand même obligé d'acheter quand même quelques sachets de graines pour pouvoir vous faire découvrir de nouvelles variétés de légumes rares et inédits pour cette année. Mais majoritairement, je vais utiliser quasiment que mes semences. Ça va être l'occasion de vous présenter un peu ma façon de faire pour pouvoir faire les graines. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote de mon passé où il y a plusieurs dizaines d'années de ça, je n'étais pas autant intéressé par les légumes que maintenant et je faisais pousser un autre style de plante. J'ai toujours été intéressé par les plantes depuis tout petit. Mais à l'époque, c'était une autre plante avec des récoltes qui pouvaient rapporter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros de récolte. Mais heureusement, maintenant, depuis, il y a prescription et je suis sûr que ça va être une anecdote qui va beaucoup vous plaire. Dans cette série de vidéos, je vous partage mon itinéraire de culture. C'est quelque chose que j'ai mis des années d'expérience avant de pouvoir l'obtenir. À savoir que tous les jardiniers expérimentés en a un plus ou moins conscient ou inconsciemment. C'est quelque chose qui varie énormément en fonction de la zone géographique, en fonction du type de sol, en fonction du climat et aussi en fonction des goûts de chacun. Par exemple, imaginons que vous adorez manger des pickles de choux rouges faits maison à tous les repas. Bien, vous pouvez très facilement étaler votre production de choux rouges en étalant les semis sur l'année et ainsi avoir une récolte constante pendant toute la durée de l'année. Et moi, par exemple, dans mon itinéraire de culture, il n'y a pas de betteraves et il n'y a pas d'épinards parce que je n'aime pas ces 2 légumes, tout simplement. Un bon itinéraire de culture vous permet de cultiver entre 2 à 3 fois sur la même zone de culture et ainsi vous permet d'avoir des récoltes étalées sur toute la durée de l'année et de ne pas faire l'erreur comme font certains, c'est-à-dire de tout faire en même temps et après de tout récolter en même temps et de se retrouver dépassé à devoir faire des tonnes de conserves. D'ailleurs, sur ma chaîne, je vous fais une visite de la serre chaque mois et une visite du potager chaque mois. Et à chaque fois, je vous montre ce que je récolte en frais. Ça me permet d'avoir des récoltes de légumes frais et ça étalé sur toute la durée de l'année et de ne pas avoir à faire trop de conservation. Alors attention, un itinéraire de culture n'est pas fixe. Il va légèrement varier chaque année en fonction de la météo. Comme les agriculteurs professionnels, il faut garder un œil sur la météo. Et après, on va soit avancer légèrement sa période de semis, soit reculer légèrement sa période de semis. Et c'est exactement ce que j'ai choisi de faire cette année. J'ai décidé de reculer la période de mes semis de un demi-mois, voire 1 mois pour certains, au vu des conditions climatiques qu'on a en ce moment, un sol qui est totalement détrempé, un manque de luminosité. Comme ça m'évitera de garder mes semis en pleine terre et qui risquent de mettre trop longtemps à germer et du coup d'accumuler du stress, ou d'avoir des godets qui restent trop longtemps dans les godets et qui risquent eux aussi d'accumuler du stress. Et tout ce stress accumulé peut avoir un impact sur la récolte finale du légume. Alors, qu'est-ce qu'on sème? Eh bien, le mois de février, pour moi, c'est le meilleur mois pour faire son semis de petits pois. Pourquoi? Alors déjà parce que les petits pois sont des légumes qui supportent très mal les fortes températures, donc il faut plutôt les faire tôt dans la saison. Une autre raison, c'est que les petits pois, on les fait souvent le long d'un grillage. Et comme ça, une fois que les petits pois sont arrivés à terme, ils arrivent à terme autour d'avril-mai, eh bien on peut enchaîner tout de suite sur une autre culture, sur une culture de haricots verts. Et ainsi, ça permet de cultiver 2 fois sur son même grillage. Et une autre raison, c'est qu'ils ont quand même besoin d'avoir un minimum de température pour germer, pour pouvoir germer dans de bonnes conditions. Et surtout, les petits pois, c'est pas très connu, mais ils peuvent potentiellement avoir des problèmes de pourriture au niveau des pieds, des germes de petits pois.
Et c'est pour ça, au vu des conditions climatiques qu'il y a en ce moment, au vu des fortes pluies et des sols détrempés, en plus mon sol c'est un sol argileux qui accumule beaucoup de l'humidité, j'ai constaté à de nombreuses reprises que quand je faisais mes petits pois plus tôt, parce que selon votre zone géographique, vous pouvez potentiellement faire votre semis de petits pois même jusqu'à partir de octobre, par exemple si vous êtes dans le sud de la France. Mais moi, au vu de mon sol argileux, eh bien, j'ai remarqué que le meilleur moment pour réaliser mon semis de petits pois, c'était en février. Pour le semis de petits pois, je fais en tout 3 lignes dans tout mon potager. Je fais 2 lignes dédiées à la récolte et une ligne dédiée à la reproduction. Ça me permet d'être autosuffisant en graines de petits pois. Donc voilà, ça ce sont mes propres graines de petits pois que je reproduis depuis des années et des années. Ce sont les petits pois mange-tout gourmands nains Normie. Donc pourquoi je reproduis toujours cette même variété chaque année? C'est parce qu'elle a tous les avantages que je réclame par rapport aux semences de petits pois. C'est-à-dire que ce sont déjà des petits pois gourmands nains. Donc nains, ça veut dire qu'ils ne dépassent pas cette hauteur-là, voire peut-être un peu plus, mais jamais plus. Ils sont mange-tout, donc je peux les récolter tôt et ainsi me faire des poêlés de cosses de petits pois, c'est vraiment délicieux. Et ils sont également gourmands, donc si je les laisse arriver à maturité, je peux obtenir des petits pois sous forme de grains, mais de gros grains bien verts. Et bien sûr, si je laisse arriver à maturité totale, après je peux récolter les graines et les reproduire pour l'année prochaine. Donc là, je vais faire mon semis de petits pois. Alors pour le semis de petits pois, habituellement, ce que je fais, c'est que je laisse tremper les petits pois que j'ai besoin dans un verre d'eau, et ça pendant toute une nuit avant de réaliser mon semis. Mais au vu des conditions qu'il y a en ce moment, je ne vais pas le faire cette année. Donc là, je les ai sortis du congélateur parce que je fais une stratification à froid dessus. Ce n'est pas obligatoire, mais en fait, c'est surtout pour pouvoir tuer les potentielles bêtes qu'il peut y avoir dans les petits pois. Au moins, comme ça, là, je suis sûr que je suis tranquille. Donc franchement, pas de prise de tête. Je fais une tranchée, enfin je fais même 2 tranchées, une de part et d'autre du grillage. Et là, voilà, hop, je fais mon petit semis comme ça. Ça va très vite. Et voilà, le semis est finalisé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à reboucher. Premier semis de petits pois de l'année. Dans une semaine, je ferai un autre semis. Et dans une semaine, je ferai encore un autre semis. Et comme ça, cela me permettra d'avoir une récolte qui soit étendue sur une longue période. Une autre culture où le mois de février est le meilleur mois pour réaliser ce semis, c'est le semis de fèves. En février, les sols sont bien humides, du coup la germination se passe dans de très bonnes conditions. Et ensuite, vers la fin de février, voire mars, il y a un regain des températures, ce qui fait que la plantule se développe également dans de bonnes conditions. La luminosité est également idéale, c'est-à-dire que là, on commence à gagner des heures d'ensoleillement supplémentaires, ce qui fait que les fèves ont suffisamment de lumière pour très bien se développer sans accumuler de stress. Les fèves peuvent très bien supporter des petits gels comme les petits pois, et aussi supportent très mal les fortes températures. Du coup, on peut réaliser son semis de fèves directement en pleine terre dans son potager, à condition que la zone de son potager où on fait ce semis soit suffisamment bien exposée. Petite exception pour ma situation personnelle, vous le savez, en hiver, le soleil est beaucoup plus bas. Du coup, il y a un phénomène d'ombre portée qui vient projeter une ombre sur une partie du potager. À savoir qu'en plus, j'habite en ville, donc ce phénomène d'ombre portée est amplifié du fait des maisons qu'il y a autour de chez moi. La zone où je cultive habituellement les fèves, c'est une zone qui est ombragée pendant toute la journée à cette période de l'année. Du coup, ce que je fais, c'est que pour pouvoir faire mon semis de fèves en même temps que tout le monde, je fais mon semis de fèves en jardinière ici à l'intérieur de la serre. Une fois que les plantules de fèves ont atteint une bonne taille, cette taille-là, la zone de mon potager est de nouveau ensoleillée et du coup, je peux transplanter mes plants de fèves directement des jardinières qui sont dans la serre, dans la zone de culture. Cela me permet de rattraper mon retard par rapport à ceux qui ont un potager qui est suffisamment bien ensoleillé et qui ont une terre qui s'est suffisamment bien réchauffée. Et en plus, en faisant ça, mes plants de fèves accumulent très peu de stress pendant toute la durée de leur croissance et cela me permet de ne pas avoir d'impact sur la récolte finale du légume. Comme pour les petits pois, les fèves en plus font partie de la famille des fabacées et du coup ce sont des cultures qui ont tendance à favoriser l'azote dans le sol. Et en plus, comme les petits pois, c'est des cultures qui arrivent à terme courant avril-mai. Et je peux directement enchaîner, une fois que la culture de fèves est terminée, je fauche les fèves qui poussent, je les laisse sur le sol se décomposer naturellement, et je peux enchaîner sur des cultures très gourmandes, comme par exemple, je peux enchaîner sur des potimarrons, des courgettes, des courges, etc., etc. Et ainsi cultiver 2 fois sur la zone de culture où je cultive mes fèves habituellement. Pour les jardinières à fèves, comme pour les petits pois, je suis autosuffisant en fèves, c'est-à-dire que c'est toujours la même variété que je reproduis chaque année. Alors malheureusement pour les fèves, j'ai oublié le nom de cette variété. Donc je fais 3 lignes dans chaque jardinière, dans un mélange de compost et de terre de jardin. Là vous voyez, il y a encore les coquilles d'œufs d'ailleurs du compost
qui ne se sont pas décomposées. Dans une serre, ça germe d'ailleurs assez vite, comme vous pouvez le constater. Et une fois que les plantules ont atteint une bonne taille, à peu près cette taille-là, je viens les transplanter depuis les jardinières jusqu'au potager. Autre légume que l'on peut planter en février directement en pleine terre dans son potager, ce sont les légumes bulbes, tout ce qui est ail, oignons, échalotes, etc. Alors on peut même les planter même beaucoup plus tôt, même l'année précédente, comme octobre de l'année précédente, ou les planter en janvier de cette année. Sauf que ce sont des légumes qui peuvent être très facilement victimes du pourrissement, c'est-à-dire que si les sols sont beaucoup trop gorgés d'eau, si les sols sont détrempés, malheureusement cela peut favoriser leur pourrissement. Et aussi ce sont des légumes qui n'aiment pas trop les fortes températures. Une fois que les températures sont trop élevées, ils se mettent à sécher et du coup ils arrêtent leur croissance. Donc pour moi le mois de février c'est un bon compromis. Ça nous permet de passer outre en fait les très grosses pluies qu'il y a courant décembre et les très grosses pluies qu'il peut y avoir courant janvier, février. Donc si on les plante vers la mi-février, on a un bon compromis entre une période suffisamment longue pour qu'ils puissent bien s'épaissir et un bon compromis dans le fait que ça nous permet d'éviter d'avoir les planter dans des sols qui sont trop détrempés. Pour les légumes bulbes que je vais faire cette année au potager en pleine terre, j'ai sélectionné 2 variétés. Tout d'abord les oignons rouges, mes oignons préférés, ils sont vraiment super bons. Là je pars directement de bulbis que j'achète dans le commerce pour gagner du temps. Avant je reproduisais mes propres graines mais ça prenait beaucoup de temps et de manutention. Et cette année je vais tester une nouvelle variété, une variété rare et inédite. C'est l'ail éléphant, c'est une variété perpétuelle. Regardez-moi la taille du cailleux, il est vraiment énorme. Et en fait, là, imaginez la taille de la gousse après que ça donne. Une fois que vous avez récolté la gousse, vous pouvez récolter un cailleux par gousse. Et après, ces cailleux-là, vous les conservez pendant toute la durée de l'année. Et quand c'est de nouveau la saison, vous pouvez replanter les cailleux et avoir de nouveau des gousses, etc., etc. C'est vraiment une variété intéressante. Donc là, l'ail éléphant, je vais la planter ici, au milieu de cette zone de culture, pour faire une association de culture. Hop! Quand on plante l'ail, très simple, on met ici la pointe vers le haut et la partie avec le cucu vers le bas. Sachant que on dit généralement qu'il faut que l'ail et l'oignon voient y partir le jardinier lorsqu'il a terminé son travail. Donc il faut qu'il y ait vraiment le bout de la tête qui dépasse. Le mieux c'est de les planter sur des buts de culture. C'est à peu près ce que j'ai ici. C'est pour ça que je les plante toujours au milieu parce que le milieu de mes buts de culture c'est là où c'est le plus haut. Et parce que ça peut craindre un peu la pourriture. Et planter ici. Ça y est, j'ai fini de planter et ça tombe bien parce qu'il se met à pleuvoir. Donc là, j'ai planté mon ail éléphant de ce côté. Donc voilà, je le plante à chaque fois pour qu'il y ait juste la petite tête qui dépasse. Et de ce côté, j'ai planté l'oignon. Vous voyez, il reste encore des oignons de l'année dernière, des oignons oubliés qui sont ressortis de terre. Et donc, je les plante en quinconce. Donc un là, un là, un là, un là. À chaque fois, j'en fais 5. Et j'en ai planté également dans la fraiseraie, comme je le fais chaque année. Donc voilà, je les plante un peu partout. Je n'hésite pas à faire des associations de culture pour pouvoir cultiver plusieurs fois sur une même surface. Donc là, il y a les fraisiers, il y a les oignons qui vont pousser. Et ces cultures ne vont pas du tout se gêner. C'est une très bonne association de culture. Ils vont se protéger mutuellement en fait des attaques de ravageurs et des maladies. Un autre semis que je réalise ici dans la serre froide pendant le mois de février, que vous pouvez aussi réaliser sous un châssis dans votre jardin ou sous une véranda ou même derrière une fenêtre, c'est le semis de salade. Comme pour les fèves, je fais ce semis dans une jardinière. Pourquoi dans une jardinière? C'est parce que malheureusement, je pourrais très bien les faire ici en pleine terre, mais je n'ai pas encore arrivé à terme de mon potager d'hiver. Je suis bientôt en train d'arriver à terme de mes radis, je les ai presque tous récoltés. Vous voyez, un radis comme ça me fait facile presque 2 repas, et après les fans, ça me fait un 3e repas. Après les fans, je les partage avec Gros Lardon, c'est l'animal que vous avez vu en début de cette vidéo. Et du coup, au fur et à mesure où je récolte tous mes radis, je les remplace petit à petit par les salades qui ont poussé dans la jardinière. Du coup, je prends mes plantules de salade et au fur et à mesure où je vide la zone de culture où j'ai fait mes radis, je transplante les salades dans la zone de culture et ça me permet d'enchaîner tout de suite sur une autre culture. Comme pour les autres cultures que je vous ai présentées tout à l'heure, je vais arriver à terme de ces cultures courant avril-mai. Et bien ça tombe bien parce qu'une fois que ces cultures seront terminées, je ne pourrai plus en remettre vu que les températures seront trop hautes et que les salades risquent de monter en fleurs trop rapidement. Je vais enchaîner tout de suite sur les cultures du potager d'été, c'est-à-dire qu'après je vais enchaîner sur les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, etc. Pour la salade, je reproduis également une partie de mes semences. Alors parfois j'achète aussi des sachets pour pouvoir varier un petit peu et pour pouvoir tester d'autres variétés. Il y a tellement de variétés de salades différentes. Donc là j'ai des graines que j'avais fait moi-même, qui sont peut-être un peu vieilles. Je vais faire 2 rangées de ces graines-là et une rangée de
Alors là, ils disent que c'est de la laitue à couper, salade, brole rouge, mais en réalité, il y avait un petit sachet offert à l'intérieur, donc j'ai utilisé le petit sachet offert, laitue grenadine, et on va voir ce que ça donne. Donc là, hop, je fais 2 tranchées, enfin je vais faire 3 tranchées en tout, avec une petite fourchette. Alors c'est toujours dans un mélange de terre de jardin et de mon propre compost. J'essaye de semer de façon assez aérée, même si c'est difficile avec des aussi petites graines. Une fois que c'est semé, on vient tasser légèrement. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que les graines de salade ont besoin d'un tout petit peu de lumière pour pouvoir germer. On dirait que c'est la tempête dehors. Donc là, hop, je mets un peu d'eau de pluie à température ambiante. Donc normalement, j'utilise un petit arrosoir, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à laisser reposer. Il faudra éclaircir de temps en temps pour que les salades soient uniformément réparties à l'intérieur ici de la jardinière. Et quand on aura des plantules d'une assez bonne taille, à peu près cette taille-là, on viendra les transplanter pour boucher les trous, que ce soit ici dans la serre, mais également au potager. Je pourrais aussi réaliser d'autres semis en jardinière ici dans la serre froide pendant le mois de février, comme par exemple le chou, la blette, la betterave, etc. Sauf que dans mon itinéraire de culture, je réalise ce semis beaucoup plus tard dans la saison, car je ne suis pas très fan du chou et de la blette pendant la période estivale. Pendant la période estivale, je préfère manger des légumes d'été comme le concombre, la tomate, etc. Du coup, je réalise ce semis beaucoup plus tard pour pouvoir avoir ces plants qui soient fin prêts pour le potager d'hiver qui suit. Maintenant, on va voir les légumes du potager d'été que l'on peut d'ores et déjà faire en semis en godet individuel, mais ça par contre en intérieur bien au chaud. Mais avant que je vous montre ma nouvelle installation minimaliste et low-tech pour pouvoir réaliser tous mes semis du potager d'été dans de parfaites conditions, on va d'abord fabriquer du terreau à semis. Allez, c'est parti. Pour fabriquer notre terreau à semis maison, il nous faut tout d'abord de la terre de jardin. Voilà, moi j'ai une terre assez argileuse, qui est plutôt pas mal comme base. Et si la terre n'est pas déjà sableuse à la base, on va rajouter du sable. Donc ici j'ai du sable à granulométrie variée. On va bien sûr éviter de mettre les gravillons qui sont sur le dessus et on va prendre le sable fin qui est plutôt dans les couches milieu et profondes. On va utiliser après ici un tamis. Alors j'avais un tamis en plastique qui a fini par se casser. J'ai trouvé ce tamis en acier inoxydable qui m'a l'air d'assez bonne qualité avec plusieurs grilles différentes. J'ai trouvé sur Amazon. Si jamais tu es intéressé, je mets le lien en description de la vidéo. Mais on va d'abord tester, voir si il vaut vraiment le coup avant que je le recommande. Et il y avait une pelle qui était vendue avec. Et il va nous falloir avec du terreau à semis du commerce. Non, je plaisante. En fait, c'est un sac de fumier que j'avais utilisé dans un tuto l'année dernière. J'ai gardé le sac et à l'intérieur du sac, j'y ai mis mon compost fait maison que j'ai composté pendant 1 an. Alors normalement, il faut réaliser son terreau quelques mois avant de faire ses semis. Comme ça permet de stocker son terreau fait maison dans un vieux sac de terreau. N'hésitez pas à réutiliser vos déchets pour leur donner une seconde vie et comme ça vous permet de faire des économies. Et quand on le stocke ainsi comme ça pendant 1 mois voire 2 mois, ça permet aux graines d'Adventice qui sont à l'intérieur du terreau fait maison qu'elles puissent germer puis mourir par manque de luminosité vu que ça se fait à l'intérieur du sac et après se décomposer et encore plus améliorer la qualité de notre terreau fait maison. Donc ici nous avons la terre de jardin, on va rajouter à l'intérieur du sable. On va retirer les gravillons et les mettre un peu sur le côté. Une fois que le sable a été implémenté, on va remuer le tout. Alors il faut savoir que la terre de jardin est déjà fertilisée naturellement et que le sable par contre lui ne fertilise pas. En fait il va diminuer justement la fertilité de notre terre de jardin. À savoir qu'on utilise le sable juste pour avoir une meilleure texture pour notre terreau à semis fait maison. Comme ça va faciliter le développement racinaire de nos semis. Alors pour les dosages, malheureusement il n'y a pas de dosage prédéfini parce que tout va dépendre de la terre de jardin d'origine. On va juste rajouter un peu de sable jusqu'à obtenir une texture comme ça qui fait penser un peu à de la semoule. Et une fois que c'est fait, là on va rajouter sur la totalité la moitié en compost. Ça y est, j'ai rajouté mon compost et j'ai bien tout mélangé uniformément. À la fin, ça me donne ceci. Alors le rôle du compost, ça va être de fertiliser bien notre terreau à semis. Comme ça permettra d'avoir des semis qui ne manqueront pas de nutriments pendant toute la durée de leur croissance. Donc voilà, maintenant je vais faire caca dedans et après, je plaisante. Maintenant, on va tamiser tout ça pour pouvoir retirer les gros morceaux. Donc voilà, hop.
Si jamais vous voulez vraiment avoir le top du terreau à semis et que vous êtes vraiment très exigeant sur la qualité, après avoir passé votre terreau à semis au tamis, vous pouvez passer sur un diamètre beaucoup plus fin. Donc, pas celui-là, parce que celui-là, il est vraiment très fin, mais le diamètre juste au-dessus, celui-là. Et là, comme ça, vous avez un terreau à semis encore plus fin et de meilleure qualité. Moi, celui-là, il me suffit. Et franchement, ça fera largement l'affaire. Une fois que notre terreau à semis est prêt, on va utiliser une mini-serre. Donc voilà, vu que en février, là, je vais pas faire beaucoup de semis du potager d'été pour l'instant, une petite serre comme ça est largement suffisante. Hop, on va mettre le terreau à semis ici, dans les alvéoles. Donc on va le mettre délicatement pour pas tasser ce qu'on vient de passer au tamis. Pourquoi faire tant de manières? On va faire comme ça va plus vite. Et une fois que c'est prêt, on va mettre nos alvéoles ici dans la barquette de la mini-serre. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le couvercle. Et maintenant, on va amener ça à l'intérieur et on va aller semer et placer ça dans la toute nouvelle installation que j'ai réalisée cet hiver. Bon, je vous présente la pièce préférée de ma maison de Thibaut InShape, le youtubeur numéro 1 de France. Et on comprend vite pourquoi. Et c'est ici dans cette pièce où je réalise l'intégralité de tous les semis pour mon potager. Ok Google, active le protocole X. Lancement de l'éclairage artificiel pour les semis du potager. Les abonnés de la chaîne connaissent déjà très bien cette pièce avec ma petite installation qui est à la fois low-tech et qui fonctionne également avec très peu d'électricité. À savoir qu'au tout début de mon potager, avant même que ma chaîne existe, je faisais l'intégralité des semis de mon potager juste avec cette petite lampe. C'est une lampe que j'ai pris d'occasion et j'ai juste changé l'ampoule à l'intérieur en mettant une ampoule spéciale pour la croissance des plantes. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai amélioré mon installation. D'abord, j'ai rajouté un premier panel de LED et après avoir constaté son efficacité, j'ai fini par en rajouter un second. Et maintenant, je vais vous montrer les nouveautés que j'ai installées pour cette année. J'ai également amélioré la déco, comme vous pouvez le constater, même s'il faut encore que je repeigne les murs qui sont là, que j'enlève ces bandes rouges qui sont assez moches. Et j'ai aussi vendu la machine de sport qui était ici pour pouvoir financer un futur gros projet sur la chaîne. Et du coup, ça me fait encore plus de place pour pouvoir faire mes semis. Donc voici mon installation. C'est un panel de LED spécial pour la croissance des plantes qui est ici accroché en suspension via cette fixation-là que j'ai trouvée sur Amazon, que je trouve assez élégante. Vous voyez, qui est assez jolie dans un intérieur. Et en fait, on peut déplacer le panel de LED là où on veut, ici ou là. Vous voyez, sans que ce soit moche. Et là, le panel de LED descend. Ici, on peut régler la hauteur en fonction de la hauteur des plantes. Et ce panel de LED est branché ici à cette multiprise où il y a mes prises connectées qui sont connectées à Google et qui me permettent ainsi de contrôler les prises. Donc le panel de LED fonctionne pendant 16 heures la journée et je le fais fonctionner pendant 2 sections d'heures creuses dans la journée, donc ça me permet d'avoir de l'électricité moins chère que d'habitude. Et la grande nouveauté que j'ai rajoutée pour cette année, c'est ici un tapis chauffant, à savoir que vu que cette pièce n'est pas chauffée, les semis manquaient un peu de chaleur à l'intérieur. Mais même le panel de LED génère un petit peu de chaleur, donc ça permettait dans la mini-serre de pouvoir avoir une température qui soit quand même adéquate. Sauf que cette fois-ci, j'ai rajouté quand même un tapis chauffant spécial pour la croissance des plantes. Et en fait, ici, on peut régler avec un thermostat la température à l'intérieur de la mini-serre. Ici, nous avons la sonde, vous voyez, qui va dans la mini-serre pour pouvoir contrôler la température. Et là, en ce moment, je suis en pleine phase de test. Comme on peut le voir, la température à l'intérieur est de 21. Donc là, à savoir que 21, c'était sans la lampe que je viens d'allumer. Une fois que la lampe est allumée et qu'elle se met un petit peu à chauffer, normalement dans la mini-serre, on devrait monter à 25, ce qui est la température idéale pour les semis de piments, de poivrons et également de tomates. Ça me fait quand même beaucoup plus de place par rapport à avant pour pouvoir faire mes semis. J'ai ici exactement le même panel de LED avec la même fixation en haut et ici le même tapis chauffant. Et du coup, j'ai tout acheté sur Amazon, même la table qui est ici. Si vous voulez, je vous mets les liens de toute mon installation en description de la vidéo pour que si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous faire exactement la même, sachant que j'ai un retour d'expérience dessus, donc je suis sûr de la qualité. Et par contre, les prises connectées, ça, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en installer. Voilà, j'ai installé 2 prises connectées ici qui sont connectées à l'enceinte, mais en réalité, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien mettre des prises programmables tout simplement. Alors, je ne fais fonctionner cette installation que pendant 3 à 4 mois dans l'année. Mais je pense que cette année, je vais également la faire fonctionner pour faire mon potager d'hiver,
parce que l'année dernière, j'avais fait mes semis pour mon potager d'hiver comme d'habitude dans la serre, sauf que les températures ont dépassé les 45 degrés et tous mes semis ont échoué. Donc là, je pense que cette année, je vais faire mes semis du potager d'hiver. Ce sont des semis qui se font de août à septembre-octobre, ici dans cette pièce, parce que ici, la température est contrôlée, ici, le taux d'humidité est contrôlé, et ici, la luminosité est contrôlée. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avions fait nos semis d'aubergines, de piments et de poivrons vers la mi-janvier, car l'objectif, c'était d'avoir exactement les mêmes plants que l'on trouve en jardinerie traditionnelle. Cette fois-ci, la thématique est un peu différente, c'est-à-dire que là, nous visons vraiment le court laps de temps, la meilleure période pour réaliser tel ou tel semis. Donc du coup, nous allons essayer de diminuer au maximum le temps que vont passer nos semis en godets individuels, car plus nos plantules vont être dans des contenants qui vont être assez serrés, plus ils risquent d'accumuler du stress au fur et à mesure du temps, et du coup, tout ce stress accumulé risque d'avoir un impact sur la production finale du légume. Nous allons donc dispatcher nos semis en deux périodes bien distinctes, c'est-à-dire que nous allons dispatcher les semis qui vont être à destination de la serre, et nous allons dispatcher les semis qui vont être à destination du potager. Donc là, c'est un peu le niveau expert du semis, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez sûr de vos graines. L'année dernière, je vous avais fait découvrir comme variété rare et inédite le piment rainbow. Et bien heureusement que j'ai commencé mon semis dès la mi-janvier, parce que le premier sachet de graines de piment rainbow que j'avais acheté, et bien malheureusement toutes les graines à l'intérieur étaient stériles. Ce qui fait que j'ai eu le temps de me rendre compte, de commander un autre sachet de graines et de pouvoir commencer quand même mon semis dans les temps, et ça de justesse. Donc là, ce que l'on va faire, c'est le semis d'aubergines, de piments et de poivrons, qui lui sera à destination de la serre, car il sera planté un peu plus tôt que celui à destination du potager. Et celui d'aubergines, de piments et de poivrons qu'on fera à destination du potager, lui on le fera plutôt vers la mi-février. Pareil concernant le semis de tomates à destination de la serre, lui se fera vers la mi-février, et le semis de tomates à destination du potager, lui se fera début mars. Donc là, il faut vraiment que vous soyez sûr de la qualité de vos graines, parce que si jamais vos graines sont stériles, il faudra que vous vous rendiez compte assez rapidement pour pouvoir en racheter de nouvelles et refaire votre semis dans les temps. Moi, cette année, je suis sûr de la qualité de mes graines, car c'est moi qui les fais. Vous voyez, elles ont été triées plusieurs fois, une fois par centrifugeuse, et après, une fois que je les ai fait sécher, j'ai sélectionné graine par graine. Une fois que c'est fait, je les ai mis dans un sachet que j'ai scellé pendant un taux d'humidité qui soit inférieur à 60%, et une fois qu'elles ont été scellées, je les ai mis dans le congélateur pendant 48 heures pour faire une stratification à froid. Ce n'est pas obligatoire pour les légumes dits légumes du soleil, mais moi je le fais pour pouvoir tuer tous les potentiels parasites et potentiels champignons qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et après, du coup, je les stocke dans de bonnes conditions à l'abri de la lumière, et ça me permet d'avoir des graines de très bonne qualité. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer mes propres semences, elles sont disponibles dans les contreparties de mon Tipeee, avec mes propres variétés que je reproduis ça chaque année. Exception faite pour la variété rare que je vais vous présenter dans cette vidéo, malheureusement je ne l'avais pas dans ma collection de graines, donc du coup j'ai été obligé de les acheter. Donc c'est une variété rare d'aubergines italiennes qui s'appelle les Standia de Glandia. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais je vous le mets quand même en sous-titre pour que vous puissiez rapidement retrouver cette variété. Donc c'est une aubergine, habituellement les aubergines sont uniformes de la même couleur. Là c'est une aubergine qui est rayée, avec des couleurs qui sont pourpres rayées sur le dessus, avec des rayures également blanches du coup, vu que ce sont des rayures. Et du coup, nous allons les semer ici. Alors vu que ce ne sont pas mes propres graines, là je vais semer 3 graines par alvéole. Donc je vais les semer en quinconce. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grâce à mon magnifique semoir qui est en bambou naturel. En fait, c'est une baguette chinoise que j'ai récupérée. Une fois que le semis a été réalisé, nous allons légèrement aplatir les trous pour pouvoir les refermer avec la partie plate de notre semoir en bambou. Et on n'oublie bien sûr pas l'étiquette. Alors avant j'utilisais des étiquettes en plastique, mais vu que j'essaie de diminuer mon utilisation du plastique au potager, maintenant cette fois-ci je vais utiliser de magnifiques étiquettes pour semis qui sont faites en bois massif. Alors en fait j'ai passé mon été à récupérer, à collectionner les bâtonnets de glace, et j'en ai même récolté pas mal, hein, franchement, regardez, il y en a tellement que ça tombe même pas de l'emballage. Donc voilà. Petite étiquette en bois massif. Dessus, j'ai marqué un grand A, parce qu'en fait, cette variété d'aubergine, c'est la seule variété que je vais faire pousser dans mon potager. Comme ça m'évitera d'avoir des hybridations, et je pourrai après reproduire cette variété plus tard si jamais elle me plaît. Alors, je pense que l'étiquette est même un peu trop grande. Je vais la raccourcir un petit peu, et ça me fera même 2 étiquettes. Voilà. J'en mets juste une ici pour me signaler que toute cette rangée-là,
c'est le semis d'aubergine. Pour le second semis que l'on va faire, souvenez-vous, l'année dernière, j'avais fait un semis de piment rainbow, et du coup, un des pieds de piment rainbow avait eu une mutation qui avait donné des piments rainbow de gros calibre. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer de stabiliser cette mutation pour créer une nouvelle variété. J'ai donc récupéré les piments de gros calibre, les piments rainbow de gros calibre, j'ai récupéré les graines, et là, ça va être la seule variété de piments que je vais semer cette année dans mon potager. Donc là, vu que je suis sûr de mes graines, je vais seulement faire 2 trous par alvéole. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais mettre une graine par trou. Et maintenant, on rebouche. Et cette fois-ci, sur l'étiquette, je vais mettre comme initiale PI pour piment, car vu que c'est la seule variété de piment que je vais faire cette année, et ben du coup, là, je ne pourrais pas me tromper. Donc hop, PI. Alors je le fais avec un crayon à papier, parce que l'encre, en fait, sur le bois, avec l'humidité, ça a tendance à couler. Hop, PI. Et voilà. Et le dernier semis que l'on va faire, c'est le semis de poivron chocolat, mon poivron préféré. C'est la seule et unique variété que je reproduis chaque année dans mon potager pour éviter d'avoir des hybridations. Et voilà. Maintenant que le semis est fait et avant de mettre le couvercle, nous allons arroser légèrement avec de l'eau de pluie à température ambiante, c'est très important. Donc là, j'ai ici mon arrosoir à semis fait maison, où c'est un bouchon que j'ai micro-percé le bouchon avec un fil de fer chauffé à blanc. Là, ça fait plusieurs années que j'utilise et il commence à se faire vieux. On va donc le réparer. Hop, j'ai ici une autre bouteille d'eau de pluie que j'ai stockée. Je retire le bouchon. Hop. Et voilà. Et là, notre arrosoir à semis est tout neuf. Donc on va humidifier vraiment très légèrement. Il faut pas que ce soit trop détrempé non plus. Hop, vraiment quelques gouttes. En fait, il faut que la terre soit comme une éponge qui a été légèrement essorée. Et voilà, et là notre semis est finalisé. Je ferai exactement le même semis courant mi-février qui lui sera à destination du potager. Et je ferai le semis de tomates à destination de la serre en même temps. Et le semis de tomates à destination, lui, du potager, je le ferai dans le prochain épisode du calendrier des semis. J'ai placé nos chers semis ici sur le tapis chauffant. Ici, j'ai exactement la même mini-serre avec le même terreau, mais ça, c'est ma mini-serre contrôle. Ça me permet de vérifier pour voir si les paramètres sont bien en place. Donc là, on peut voir que la température est de 25,9, 99% d'humidité. Et j'en ai également profité pour commencer à mettre à germer ici les patates douces. Voilà, je les ai mis à germer dans un verre avec de l'eau de pluie. Voilà, je change l'eau régulièrement pour éviter qu'il y ait du pourrissement. Et comme on peut le voir, là, cette patate douce commence à avoir des racines. Donc je sais pas si on arrive à voir. Ouais. Là, vous voyez, il y a des petits points blancs, ça ce sont les racines qui commencent à arriver. Donc là, j'ai une patate douce de variété rare, c'est la patate douce violette Sakura. Et j'ai mis ici une patate douce normale parce que l'année dernière, je me suis retrouvé qu'avec des patates douces de variété rare dans tout mon potager. Et à la fin, vu qu'elle a un goût assez prononcé, assez fort, à la fin, j'en pouvais plus. Vous pourrez suivre l'évolution de l'intégralité de tous mes semis, que ce soit pour la serre, mais également pour le potager, dans les prochains épisodes du calendrier des semis qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Je vais vous raconter une anecdote de mon passé de trafiquant de... Je plaisante bien sûr, mais il y a plus de 20 ans de ça, quand j'étais adolescent, j'étais passionné de culture indoor. Et vu que je n'avais pas de jardin et que j'avais juste une chambre d'ado, eh bien je cultivais toutes mes plantes à l'intérieur de la chambre. Et du coup, j'avais un blog qui était un petit peu connu sur les réseaux, qui s'appelait Culture Indoor en carton. C'était un blog qui était hébergé au Canada parce qu'en France, c'était interdit d'héberger ce type de blog. Et sur ce blog, je m'amusais avec très peu de moyens, vu que j'étais adolescent et que j'avais pas beaucoup d'argent, de fabriquer des installations avec des grandes boîtes en carton, des grandes boxes en carton, où à l'intérieur je tapissais de papier aluminium pour pouvoir faire des réflecteurs. Je mettais un petit ventilateur de PC et je mettais des ampoules à économie d'électricité, parce que de ce temps-là, les LED n'existaient pas encore. On en entendait parler dans les magazines de passionnés comme quoi ça allait révolutionner la culture indoor, avec des spectres lumineux qui étaient 100% assimilables par la plante, parce que de ce temps-là, les lampes qu'on utilisait n'étaient pas avec des spectres qui étaient 100% assimilables, et des lampes qui généraient que très peu de chaleur. Parce que de ce temps-là, les lampes qu'on utilisait pour faire pousser des plantes généraient tellement de chaleur qu'on était obligé de les enfermer dans un coule-tube. Un coule-tube, c'est un genre de tube en verre où en fait on met l'ampoule à l'intérieur, ça génère de la chaleur, et après on extrait la chaleur sur les côtés. Et du coup on était obligé de faire ça, sinon ça faisait griller les plantes. Et du coup, sur ce blog, je m'amusais à rivaliser avec des gens qui étaient hébergés sur la même plateforme
et qui avaient des installations à plusieurs centaines d'euros, alors que moi c'était une installation à plusieurs dizaines d'euros, et je faisais quand même plusieurs centaines, voire presque plusieurs milliers d'euros de récolte. Alors évidemment, vous en doutez, ce n'était pas des légumes de ce temps-là. Quand on est adolescent, on n'est pas trop intéressé par des légumes. Bon, maintenant, il y a plus de 20 ans, c'était il y a plus de 20 ans de ça, donc je pense qu'il y a prescription. J'étais même allé jusqu'à installer une grande box en carton dans la chambre de ma mère, parce que c'était des plantes qui nécessitaient, pour pouvoir les faire fleurir, de modifier le cycle jour-nuit. Et du coup, j'avais mis une grande box en carton dans la chambre de ma mère qui était dans l'obscurité et du coup qui n'était pas influencée par le cycle jour-nuit de la nature. Et du coup, à l'intérieur, j'avais mis des ampoules spéciales pour pouvoir avoir un spectre lumineux idéal pour améliorer le plus la floraison. C'est pendant cette période où j'ai appris qu'on pouvait utiliser d'ailleurs l'urine humaine pour pouvoir fertiliser la terre, parce que j'avais vu que c'était des cultures qui étaient faites dans des bacs de glace. Ça ne s'invente pas. Voilà, des cultures dans des bacs de glace, eh ben, il n'y avait pas beaucoup de terre et du coup le substrat perdait énormément en fertilité assez rapidement. Et du coup, vu que je n'avais pas les moyens d'acheter des fertilisants, surtout qu'en plus les fertilisants avaient un impact sur après la récolte, et du coup on pouvait retrouver le goût dans la récolte, sachant que il existait une technique qui s'appelait la technique du lessivage, qui en fait plusieurs mois avant la récolte, on lessivait un peu en mettant uniquement que de l'eau pour pouvoir enlever ce fameux arrière-goût. Mais moi du coup je voulais faire que du bio à l'époque, et du coup j'avais après utilisé à cette époque-là ma propre urine pour pouvoir fertiliser la terre et pour pouvoir reverdir les feuilles. Maintenant je n'ai plus beaucoup d'intérêt à faire pousser cette plante parce que je n'en fume plus et je préfère largement faire pousser des légumes. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la booster. Dans la prochaine vidéo du calendrier des semis, je vous raconterai une anecdote sur mon passé de cultivateur de champignons et la très grosse hallucination qui m'a fait totalement arrêter cette pratique.